Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur les ondes de Coconut Podcast. Eh bien oui, notre troisième vendredi soir ensemble. Nous sommes maintenant sur Facebook Live. Alors, vous nous suivez et nos habitués sur YouTube. Par le fait même, vous aimez l'émission? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à notre page Facebook. En suivant Alain Joe, on like la page. Et par la suite, vous serez en mesure de recevoir nos vidéos inédites et nos vidéos en priorité. Ce soir, nous avons une grande soirée ensemble. Eh bien, nous allons recevoir dans un premier temps une députée que si vous ne la connaissiez pas, vous allez la connaître. Eh bien, Marois Risky, députée de Saint-Laurent. Elle sera notre première invitée. Par la suite, nous aurons une militante pour les droits de la femme et professeure de yoga et de méditation. Dominique Do, vous découvrirez cette femme incroyable, mère de famille, étudiante à l'université, entrepreneur. Alors, Dominique Do. Par la suite, nous aurons comme invité, alors là, c'est incroyable. Nous avons eu la chance de l'avoir avec nous ce soir. Il est connu à travers le monde, à travers la belle province du Québec, à travers le Canada. Eh bien, on parle de Webster. Ça, c'est un honneur. Et pour terminer, messieurs, dames, eh bien, vous allez rencontrer une des légendes de la scène underground musicale de Montréal. C'est le DJ, messieurs, dames, Don Barberino. Oui, il est avec nous ce soir. Nous avons pu lui poser une panoplie de questions car lorsque nous sommes en soirée, il est derrière le DJ box et on n'a pas vraiment accès à lui. Ce soir, il nous a donné une entrevue, mais franchement incroyable. Alors, messieurs, dames, sans plus tarder, nous allons passer à notre première invitée, Marois Risky. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. La députée de Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Le 23 mai dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal organisait la 35e édition du Gala Alpha. Cette année, le choix du thème était la persévérance, une valeur fondamentale qui est le terreau de la réussite de chaque entreprise québécoise. Durant cette soirée, une vingtaine de prix furent remis, appuyant la réussite d'entreprises dans notamment le commerce de détail, la manufacture de produits industriels ainsi que la recherche et le développement. La réussite de ces entreprises mérite d'être célébrée, car elle est le moteur d'une économie qui se porte bien, qui permet à des millions de travailleurs québécois d'améliorer leur niveau de vie. Toutes mes félicitations à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Montréal et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée mémorable. Félicitations à vous tous. Alors, messieurs, dames, rebonsoir. Nous avons une invitée. Eh bien, si vous ne la connaissiez pas encore, vous gagnez à rester avec nous pour les 10 prochaines minutes car vous allez faire une rencontre incroyable. C'est une députée à l'Assemblée nationale, oui, du Québec. Elle est députée de la circonscription de Saint-Laurent. Eh bien, messieurs, dames, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir à Coconut Podcast Marois Risky. Marois, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Ben, ça va bien, merci. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir à l'émission Coconut Podcast. Marois Risky, ceux qui ne te connaissent pas, oui, on sait que t'es député de la circonscription de Saint-Laurent, mais t'es qui? Hormis d'être une députée, ton background et surtout par la suite, quel est ton travail comme députée? Ah, ben mon background, je suis une fille de Montréal-Est, une joueuse de basket, je joue toujours, j'adore courir, je voyage, je fais des demi-marathons quand je voyage avec mes amis. Et aussi, je suis avocate fiscaliste en cas de justice fiscale pour avoir un peu plus de justice sociale. Et par la suite, j'ai décidé de faire le saut en politique et mon travail de députée, j'en ai deux. Un dans mon comté à Saint-Laurent où est-ce que je suis vraiment avec
toute ma gang de Saint-Laurent, le maire Alain de Souza, Francisco Miede, Aref Salem, les conseillers de ville, et où est-ce qu'on travaille vraiment en partenariat avec tous nos organismes. Vous savez, Calvin Moore, la Chambre de commerce de Saint-Laurent, ainsi que Sylvie Séguin, que d'ailleurs que je salue, je sais qu'ils vont nous écouter. Et on travaille avec nos organismes sociaux communautaires, que ce soit le Centre d'action bénévole, le CACI, le CARI, la COCLA, la Corbeille, qui en ce moment, ça, c'est 3 organismes, là, je peux vous dire, là, qui rament énormément en pleine période de COVID-19 parce que plusieurs ont perdu leur emploi. Donc, les banques alimentaires à Saint-Laurent roulent à plein régime avec des nouveaux visages qu'on n'avait jamais vus. Alors là, maintenant, on doit s'assurer d'avoir un beau partenariat entre nos entreprises comme nos supermarchés qui aident les banques alimentaires. Moi, titre de député avec mon fonds de soutien d'action bénévole, la mairie qui met de l'argent. Et aussi, j'ai mon travail de parlementaire à Québec où je suis porte-parole en matière d'éducation, enseignement supérieur, stratégie numérique et la lutte contre les paradis fiscaux. Wow! Comme on voit, t'es une députée hyper impliquée, mais surtout avec beaucoup de dossiers. Le dossier de l'éducation, c'en est tout un. Oui. Marois Risky, ta circonscription Saint-Laurent, le profil socio-démographique, c'est une circonscription qu'on trouve quand même pas mal de gens issus de l'immigration. Peux-tu nous parler un peu? On a tout. On appelle ça affectueusement là, les Nations Unies parce qu'on a vraiment des gens de différentes communautés. On a plus de 100 différentes communautés culturelles. On parle, à mon bureau, là, on parle, je pense, 7 langues. Là. Français, anglais, espagnol, le grec, l'arménien, l'arabe. Là, c'est sûr, j'en ai manqué. Espagnol, oui. Alors, on est capable de servir les gens en 7 langues au bureau de Saint-Laurent. Mais sinon, les gens parlent le français. Et oui, on est aussi un endroit au Québec où on accueille le plus de nouveaux arrivants. C'est pour ça qu'on a les 2 plus grands centres d'accueil en immigration, le CACI et le CARI. Eux reçoivent au-dessus de 10 000 nouveaux arrivants. Alors, c'est sûr qu'on est un gros bassin d'accueil. Le profil socio-démographique, on a vraiment de tout à Saint-Laurent. On a autant qu'on a des familles très vulnérables, qu'on a des familles multimillionnaires à Saint-Laurent. On a des quartiers très, très, très riches et on a des poches de population beaucoup plus pauvres parce qu'on voit qu'il y a une chance qu'on est unis dans notre nation unie parce qu'on est capable de desservir tout le monde. Juste un instant, j'ai une petite surprise pour toi. Écoute, Marois, ta circonscription, lorsqu'on y va, c'est une circonscription très coconut, très verte. Marois, écoute, peux-tu nous dire l'importance de l'environnement pour notre député de Saint-Laurent, Marois Risky? On sait, toi, t'es très progressiste quand même. L'environnement, l'importance de l'environnement pour toi dans ta superbe circonscription très verte. Ben, l'île Saint-Laurent, c'est vraiment vert. Là. Ouais. On a la chance d'avoir, au niveau municipal, avec Alain de Souza, plusieurs virages verts qui ont été entrepris il y a plusieurs années déjà. Les nouvelles constructions là, sont catégorie argent, là, donc on voit qu'on utilise tous les matériaux vraiment appropriés. On a vu l'envers, hier je parlais avec la Villa Rainbow, qui est une OBNL qui accueille des retraités mais à faible revenu. Ils ont un immense terrain, puis on est en train de voir avec Ville Envers parce que même s'ils sont en confinement, eux sont tous ensemble en confinement, mais quand l'été va revenir, ben, on voudrait aussi utiliser leur terrain pour faire un potager et tout ça. Et ça, là, c'est à Saint-Laurent, c'est très apprécié. Puis, durant l'été à Ville-Saint-Laurent, il y a les jeunes qui font du vélo, mais ils embarquent les aînés derrière d'eux. Comme un peu en forme de calèche, là. Alors, c'est super intéressant. Alors, on est une ville très innovante aussi. Il faut savoir qu'on a le Technoparc. Avec le Technoparc, c'est clair que nous, nos entreprises sont tournées vers l'avenir. Donc, ça nous permet d'être hyper innovantes, mais aussi de s'assurer que les gens qui habitent à Ville-Saint-Laurent, il y a plusieurs aussi qui travaillent au Technoparc. Et avec le REM qui s'en vient, ça va faire du bien pour vraiment faire un virage électrique. Électrique et surtout, ça raccorde davantage encore les gens de l'ouest de la ville. Donc ça, c'est un beau projet. Marois Risky, t'es tellement impliqué
mais surtout, tu représentes un modèle pour les jeunes filles. Moi, je travaille dans les écoles secondaires du Québec et lorsqu'on a des modèles comme toi, et surtout, je veux pas porter de jugement, mais tu es assez jeune quand même. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, tu as un doctorat quand même. Là. En plus, tu es avocate. Quand même, et surtout, tu as été professeur à l'université de Sherbrooke, Marois Risky. Mais est-ce que tu es consciente que tu représentes véritablement un modèle, car je sais que l'intégration des nouveaux arrivants est très important pour toi. Alors, peux-tu un peu discuter là-dessus avec nous, là, ce modèle que tu représentes? Je m'appelle Marois Risky, donc clairement, mon nom vient d'ailleurs. Je suis née ici, mais mes deux parents sont d'origine marocaine. Okay. Malheureusement, moi, quand j'étais jeune, mon père est tombé malade, il a perdu son commerce, fait faillite, on a perdu la maison familiale. Ma mère, quand c'est pareil que mon père, pas une scène, ma mère ne pouvait même pas se défendre, elle ne savait pas c'est quoi ses droits. Ma mère parlait français, mais elle n'est jamais allée à l'école au Maroc. Donc, elle, à 7 ans, au lieu d'aller à l'école, faisait la vaisselle. Quand elle est arrivée ici aussi, après la séparation avec mon père, ça a été très difficile. Elle n'a pas de diplôme, ne sait pas lire ni écrire. Donc, on ne parle même pas d'analphabète fonctionnel, on parle d'analphabète, point. Alors, à cette période-là, dans mon adolescence, ça a été très dur là, parce que moi, je travaillais à temps plein à l'âge de 14 ans. J'allais au secondaire et le soir, j'allais travailler. Je prenais le métro, je me rendais au métro Parc, qu'on appelait toujours Parc-Ex. Puis, j'allais travailler jusqu'à 23 heures pour aider ma mère à payer le loyer. Alors, ça a été toute une adolescence. Puis au cégep, je travaillais à temps plein à la Banque de Montréal, au siège social ici dans le Vieux-Montréal. Puis, j'avais 9 cours au cégep et j'avais pas le choix que de réussir parce que je sais c'est quoi être pauvre. Je sais c'est quoi la détresse que tu peux avoir financière, à savoir est-ce que oui ou non, tu vas te trouver un logement, parce que moi, quand j'avais 11 ans, puis ma mère et moi, on allait trouver un logement parce qu'on venait de perdre la maison, puis les gens, ils demandaient, vous avez combien d'enfants? J'en ai 4, puis en plus de ça, j'ai une fille handicapée. Moi, ma grande sœur est déficiente intellectuelle. Donc, ça a été pour moi hyper important. Puis moi, j'ai vu ma mère plusieurs fois pleurer, là. Puis, maintenant, je vais rassurer tout le monde. Ma mère a appris le français bien comme il faut. Elle parle, elle écrit. C'est parti en affaires. Puis maintenant, c'est le jour et la nuit. Le soleil a fini par briller. Mais quand j'étais jeune, ma mère m'avait vraiment regardé de façon la plus sérieuse au monde. Elle me disait, Marois, la jeunesse, la beauté passe, mais l'intelligence reste. Alors, surtout d'avoir des diplômes, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, même après un divorce. Ça, c'est ce que ma mère m'avait dit, j'avais comme 14 ans. Donc, c'était clair pour moi que j'ai cherché des diplômes pour avoir mon indépendance financière, mon autonomie. Puis, vu que je n'avais pas beaucoup d'argent et que je travaillais quand même à temps plein, quand tu as des bonnes notes, tu as des bourses. Alors, c'était important que j'ai des bonnes notes. Puis, par la suite, j'allais étudier à l'Université de la Floride. Ça coûte excessivement cher aux États-Unis. Puis, j'ai été tellement chanceuse d'être boursière. Et j'ai toujours pris toutes les opportunités qu'on m'a données en ayant ce sentiment que, moi, j'ai vraiment, quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, dans mon cas, c'est vrai que c'est un village qui m'a élevée. Alors, quand j'ai terminé mes études aux États-Unis, oui, je suis aussi avocate à New York. J'ai pu faire le choix très facile de rester aux États-Unis, faire 3 fois mon salaire d'ici, puis payer 2 fois moins d'impôts. Mais la conscience sociale m'indique que c'est clair, il faut que je revienne au Québec et d'apporter tout mon bagage que j'ai appris aux États-Unis, l'amener ici. Et quand je suis arrivée à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi mon alma mater, j'ai parti d'autres programmes avec l'équipe de fiscalité. On a développé un nouveau micro-programme qui existe nulle part au pays, la fiscalité de la taxe à la consommation. Donc ça a été vraiment un super de beau projet. Et par la suite, quand j'étais professeure, j'étais très impliquée avec l'équipe d'enquête de Radio-Canada ainsi que le bureau du genre de Montréal pour les enquêtes fiscales. Alors, j'ai participé dans l'affaire des KPMG, le scandale KPMG. Quand j'ai participé, je n'étais pas une fraudeuse, j'expliquais les fraudes. Panama Papers, Paradise Papers. Alors ça a été... tout ça, j'ai toujours fait pro bono. C'est tout le travail de journaliste d'investigation qui est formidable de voir en arrière-plan, parce que les gens qui voient 15 minutes de reportage à Radio-Can ne se doutent pas que c'est 1 an, des fois 2 ans d'enquête avant qu'on arrive public, parce que quand on dénonce quelque chose d'aussi gros, là, tu sais, de la fraude à milliards de dollars, là, quand on s'en vient public, il faut qu'on soit sûr, parce que sinon les risques de poursuite sont assez importants. Là.
Incroyable. Marois Risky, tu es une vulgarisatrice née. D'où pourquoi, à un certain moment de ta vie, de ta carrière, tu as été tranquillement amené vers l'enseignement aux études supérieures. On t'a vu participer à des commissions parlementaires où tu expliquais que on a longtemps parlé de l'évasion fiscale, mais il faudrait également et davantage se pencher sur ce qu'on appelle l'évitement fiscal. Oui. Marois Risky, en moins d'une minute, là, parce qu'on a un autre volet que j'aimerais aborder avec toi, quand même sur les impôts, quand même en temps de crise, mais sur ce volet, je pense que c'est important de vulgariser pour les internautes qui nous écoutent ce soir. Parfait. Alors, fraude fiscale, c'est vraiment quand on veut pas payer nos impôts. Exemple super facile à comprendre. Pensons par exemple au niveau esthétique. Si vous payez votre esthéticienne sous la table, ben, c'est sûr qu'elle va pas le déclarer dans cette déclaration de revenus. Ça, on appelle ça de la fraude fiscale. Très honnêtement, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est vrai que c'est grave. Mais grave, moi, là, ce qui m'empêche de dormir, c'est l'évitement fiscal. Parce que l'évitement fiscal, c'est que c'est parfaitement légal et c'est souvent fait en complaisance du gouvernement qui ne veut pas changer ses lois, qui fait en sorte que les entreprises utilisent la loi de l'impôt, les échappatoires fiscaux légaux, pour détourner les profits canadiens vers des paradis fiscaux. Exemple concret, Netflix. Presque tous les Canadiens sont abonnés à Netflix. Vous allez voir sur votre compte Netflix, c'est marqué Netflix BV, donc Pays-Bas. Donc, votre abonnement à 15 $ par mois, là, il n'est pas imposé ici sur ses revenus au Canada. Il ne sera même pas imposé aux Pays-Bas parce qu'avec une astuce fiscale, nous, on va être capable de ramener ça dans un paradis fiscal libre d'impôts. Et finalement, ça, c'est l'évitement fiscal. Et on peut changer, là. C'est tellement simple comme changement législatif. Ça en est désolant que ça n'a jamais été fait. J'aurais tellement aimé ça suivre un cours avec toi à l'Université Marois. En 1 minute, tu viens de vulgariser ce qui peut prendre des fois plusieurs années à comprendre. Incroyable. Mais je donne encore des conférences pro bono avec le Barreau du Québec. J'en donne aussi dans les écoles secondaires et, attache ta tuque, primaire. J'ai eu des demandes d'écoles primaires. Des jeunes de 6e année qui sont intéressés à la fiscalité numérique. Incroyable. Écoute, ta capacité de vulgarisation, le A1. Marois, on est en période de crise sanitaire actuellement. En tant que député, il nous reste 3 minutes, très rapidement, 2 minutes, là. Comment vis-tu cette crise en tant que député, si tu te le permets, en tant que Marois, en tant que citoyenne également, comment vis-tu cette crise sanitaire actuellement? Ben, au niveau personnel, moi, ma grande sœur est déficiente intellectuelle, mais elle a aussi de la schizophrénie. Donc, le mois de décembre, janvier et jusqu'à la mi-février, elle était hospitalisée à l'hôpital. Elle a vu une chute psychologique, psychiatrique. Et quand elle est sortie, on est tombé en COVID-19. Alors, pour elle, c'est comme un enfant. Il faut que tu répètes au moins 100 fois avant qu'elle comprenne. Alors, moi, j'ai vraiment eu à ce moment-là, dans les 2 premières semaines de la COVID, une inquiétude par rapport à ma sœur, parce que même si tu lui dis, elle ne comprend pas nécessairement, alors là, maintenant, c'est beau, elle a compris. Au niveau plus de ma vie professionnelle, politicienne, j'ai la chance que, par exemple, à Saint-Laurent, moi, j'ai plein d'entreprises là, qui sont virées de bord. Par exemple, CAE qui faisait aucun ventilateur. Après 11 jours, ils étaient capables de produire des ventilateurs. J'ai une autre entreprise qui partait sur les plexiglas pour les mettre pour protéger les caissières et caissiers. Donc, ça, c'est vraiment beau. Moi, par exemple, ça m'a aussi amené à faire plein de réflexions. Moi, j'aime ça réfléchir. Devant cette crise sanitaire, j'allais lire et j'ai tombé sur le rapport de Diane Lamar, lorsqu'elle était présidente de l'Ordre des pharmaciens. Elle indique une affaire là, vraiment importante. 70% des ingrédients actifs qu'on retrouve dans les médicaments produits au Québec viennent de 2 pays, la Chine et l'Inde. Notre dépendance est vraiment trop importante. Ça fait par exemple qu'aujourd'hui, si jamais on était en pénurie de médicaments, on va dépendre de 2 seuls pays. Alors ça, je pense que c'est important que rapidement, on se donne comme objectif de réduire cette dépendance de moitié d'ici 5 ans. Et on peut mettre à contribution là, plein d'entreprises québécoises, Hydro-Québec pour être capable aussi de produire davantage des produits alimentaires en serre ici au Québec, parce qu'il y a notre autonomie sanitaire, mais aussi notre autonomie alimentaire qu'il va falloir qu'on discute. Puis dans un prochain épisode avec toi, je l'espère, on peut aussi parler de notre autonomie numérique.
Wow, incroyable. D'ailleurs, il m'arrive d'enseigner éthique et culture religieuse, programme qui a été réformé. Il y a un nouveau volet qui s'en vient, qui est démocratie numérique. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir un beau volet là-dessus. Ben oui, là-dessus, je vais te relancer parce que au niveau des jeunes, toutes les histoires des sextos, il y a vraiment du matériel juridique. Alors, si jamais un jour tu veux qu'on en parle, excellent, on va t'inviter. Puis, Marois, il y a la crise sanitaire, on voit nos gouvernements pour répondre aux besoins des citoyens, délient les cordons de la bourse au niveau fédéral, au niveau provincial également, avec l'accord de l'Assemblée nationale bien sûr, et du Parlement à Ottawa, la Chambre des communes. Marois Risky, mais là c'est bien beau, ils sortent de l'argent, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on rentre cet argent-là. Nos gouvernements, ils vont avoir un choix à faire. Est-ce que ça va être d'augmenter les impôts afin de pouvoir rentrer de l'argent pour assurer les services? Et là, je m'adresse à Madame la fiscaliste, Marois, ou autrement, tout simplement baisser les impôts afin de permettre aux citoyens d'avoir plus d'argent dans leur poche et avoir un pouvoir d'achat ainsi plus grand. Toi, tu en penses quoi, là? Ben, là, la fiscaliste va parler. Oui, effectivement, notre endettement va augmenter. Mais au niveau du PIB, c'est encore jouable. On ne va pas tomber dans un pays, là, tout à coup au Canada, qui va être en situation de faillite. Ce ne sera pas le cas. Donc, je tiens à rassurer ici tout le monde. Une dette, ça se rembourse sur plusieurs années. Augmenter les impôts? Non. Les particuliers, là, le plus haut taux d'impôt est à 53%. Moi, je considère qu'en haut de 50%, là, on a vraiment atteint un point assez important. On ne peut pas aller plus loin. Parce que lorsqu'on va plus loin, le danger, c'est l'évasion fiscale. Là, vous allez appeler des fiscalistes comme moi, vous allez là, Marois, j'en paye trop, trouve-moi un échappatoire. Puis mon job, c'est d'en trouver des échappatoires. Quand j'étais fiscaliste au privé, maintenant. Mais au contraire, il faut s'assurer que les autres qui ne payent pas d'impôts, les multinationales étrangères, que ce soit vous, Google, Facebook, Netflix, qui, eux, vampirisent là, vraiment, surtout Google et Facebook, qui vampirisent les revenus publicitaires des journaux qui sont en train de mourir. Eux ne payent pas un sou d'impôt, pourtant ils font des milliards de profits. Quand on voit que Facebook a fait plus de 3 milliards de dollars au Canada l'an dernier et n'a pas payé un sou d'impôt, ben moi, ça m'indispose. Et Google en a fait encore plus, pas un sou d'impôt. Alors moi, au contraire, je vais devoir dire la chose suivante. On a au Québec réussi à faire la taxe Netflix. Maintenant, il faut faire la taxe GAFA au niveau fédéral pour assurer que les entreprises étrangères du numérique, les géants du web, payent leurs impôts. D'autre part, il va falloir qu'on revienne aussi à une fiscalité beaucoup plus juste. On a vu aujourd'hui, c'est qui qu'on a vraiment besoin dans la vie. On est très content d'avoir des préposés, des ambulanciers, des inhalothérapeutes, des infirmières. On leur a donné aujourd'hui une augmentation de 8% salariale. Si on va aller vraiment plus loin, ben pourquoi pas que cette augmentation-là, durant le temps de la COVID, là, la portion là, qui est augmentée, pourquoi qu'on ne leur donnera pas libre d'impôt? Parce que sinon, le gouvernement du Québec leur donne un montant de la main droite. Puis d'autre côté, de la main gauche, on leur reprend en matière d'impôts durant une période là, qui est vraiment difficile durant la COVID. Moi, là, de voir des infirmières pleurer dans leur char avant de rentrer dans un chiffre ou après leur chiffre, ça me fait vraiment mal au cœur. Alors, si on veut vraiment leur dire merci, traitons-les un peu comme les militaires quand ils s'en vont en guerre. En mission, là, leurs revenus ne sont pas imposés. Marois Risky, écoute, les informations que tu nous donnes, c'est comme de l'or en bouche. Personnellement, je m'abreuverais de tes connaissances, mais pendant un podcast entier. Franchement, c'est incroyable. Tu es une députée hyper intéressante. Marois Risky, le mot de la fin, si tu as un conseil à donner aux citoyens du Québec. Tu t'adresses à la nation québécoise. Quel serait ce conseil en temps de crise sanitaire? Nous t'écoutons. Honnêtement, je sais qu'on fait plein de conseils au niveau financier ou pas. Moi, j'ai envie de parler de culture. C'est tellement important de lire. Moi, quand je suis entrée en politique, je m'étais donné comme mission de continuer à lire au moins un livre par semaine. Alors, je vais préparer des suggestions pour vous. Hein? Wow, incroyable, super. Wow. Ça, c'est mon coup de cœur. Et en ce moment, je lis un nouveau livre qui n'est pas encore sur les tablettes. Super. C'est La femme qui rit de Brigitte Pilote qui va arriver le 15 mai au Québec. Sincèrement,
la lecture, en ce moment, 1711, vous n'avez pas les sous. Grande bibliothèque, c'est gratuit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop lire nécessairement, tourner les pages. Moi, j'aime ça. Mais il faut vraiment prendre la peine de lire. La littératie, ça nous ouvre des univers d'inspiration, mais aussi d'aspiration sociale. Ça nous permet aussi de nous évader. Messieurs, dames, Et nous avions... le mot de la fin. Oui, Marois. Faut que je le dise, hein? Oui, je t'écoute. Un petit mot de la fin, un gros merci. J'aimerais aussi dire un merci à quelqu'un de tout spécial. Il s'appelle Wishou. C'est un jeune étudiant de Saint-Laurent qui a réussi à trouver 200 masques qu'il a apportés au Centre d'action bénévole de Saint-Laurent. Le Centre d'action bénévole de Saint-Laurent, c'est plus de 500 bénévoles qui vont faire les épiceries pour nos aînés, les gens plus vulnérables qu'ils apportent à domicile, alors pour assurer leur sécurité. Un jeune étudiant, Wishou, qui s'en va les porter jusqu'à eux autres pour assurer la sécurité de tous les bénévoles. Alors bravo à Wishou dans mon comté à Saint-Laurent, puis un gros merci à Coconut Podcast. On te remercie. Marois Risky, une députée à découvrir et à connaître. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Marois Risky, écoute, ça a été un plaisir. Messieurs, dames, nous avions Marois Risky, députée de la circonscription de Saint-Laurent. Moi, je vous dis, une députée qu'on gagne à connaître. Ce fut un honneur. Alors, on va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Merci. Pour augmenter vos ventes, pour l'annonce de vos projets, pour attirer de nouveaux clients ou fidéliser vos clients actuels, confiez vos publicités à Posex Productions. Alors, messieurs, dames, nous avons une invitée. Vous allez la découvrir ce soir sur les ondes de Coconut Podcast. J'ai l'honneur de vous présenter une militante pour les droits de la femme. Accueillons Dominique. Dominique, comment vas-tu? Ça va comme en temps de confinement. OK, d'accord. Ça va bien, merci. Et toi? Écoute, moi, ça va bien. On est en création. Avec ce podcast, on est en mesure de donner la parole à des gens comme toi, Dominique. Écoute, on t'a invité à l'émission Coconut Podcast parce que tu es une femme hyper intéressante, articulée dans tes prises de position. Écoute, Dominique, tu es militante pour les droits de la femme, donc pour un regroupement qui milite pour les droits de la femme. Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? En fait, je suis intervenante sociale travailleuse sociale de formation. Okay. Et en ce moment, je travaille pour le regroupement Naissance Respectée. Donc, c'est un organisme de militants qui travaille pour dénoncer ou plutôt sensibiliser la population aux violences obstétricales et gynécologiques. Je suis chargée de projet, donc je travaille sur un projet pour créer des formations pour sensibiliser les médecins, les personnels de la santé, les intervenants qui travaillent auprès des femmes et des personnes qui accouchent. Le but de tout ça, c'est vraiment de permettre aux gens de comprendre que la violence, elle est systémique. Et elle se retrouve également dans les salles d'accouchement et à l'hôpital. Et aussi que les femmes qui vivent dans les intersections, donc les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes trans vivent encore plus de difficultés, plus de problématiques. Donc, mon rôle, c'est de créer des formations pour sensibiliser le plus de gens possible. Donc, c'est un peu ce que je fais en ce moment. C'est vraiment intéressant. Ouais. C'est un angle souvent qui est peut-être même méconnu ou tout simplement laissé pour contre. Écoute, Dominique, est-ce que vous faites la promotion également des sages-femmes? Puisque dans le milieu hospitalier, on sent qu'il y a un accouchement qu'on pourrait pour certains qualifier de violent en quelque sorte dans ce système avec une certaine discrimination, mais les sages-femmes, c'est à la maison, c'est quelque chose qui respecte davantage le bien-être de la femme, de la famille. Est-ce que vous travaillez avec les sages-femmes?
Ben, en fait, le regroupement travaille avec tout le monde, mais l'idée, c'est pas... les sages-femmes ne sont pas exemptées de la violence, en fait. Une sage-femme peut faire partie du problème. Donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde par rapport à la violence obstétricale et gynécologique. Donc, on part, en tout cas, moi, je pars du principe que la violence, elle est systémique, elle est partout. Donc, elle peut se retrouver aussi chez des personnes qui ont des intentions bienveillantes. Donc, l'idée, c'est d'identifier nos biais inconscients aussi. Donc, il peut y avoir de la violence qui est vécue par les femmes et les personnes qui accouchent qui viennent de sages-femmes. Donc, oui, on fait pas la promotion du médecin ou de la sage-femme. On est là pour défendre les personnes pour que leur accouchement soit respecté, en fait. Et lorsque tu parles de violence obstétricale, peux-tu un peu nous donner quelques exemples pour ceux qui n'auraient pas idée de ce que c'est? Violence obstétricale, c'est un gros sujet en ce moment. En fait, la violence, ça peut être... en ce moment, on recrute des témoignages, par exemple. Je peux vous nommer quelques exemples de témoignages de femmes qui ont vécu ce type de violence. Exemple, ne pas être écoutés quand ils veulent des interventions qui sont forcées. Exemple, ils vont donner des médicaments aux femmes noires parce qu'ils disent que ces femmes-là sont plus bruyantes. Donc, ils vont les anesthésier avant même qu'ils arrivent. Des femmes qui vont se faire recoudre après leur accouchement un peu plus serré. Ils appellent ça le point du mari. Donc, sans leur demander leur autorisation. Donc, des césariennes qui sont forcées. Donc, il y a beaucoup de vécus de gens qui vivent des histoires d'horreur, en fait, dans les salles d'accouchement. Donc, et le regroupement pour lequel tu travailles, est-ce que tu pourrais nous redonner le nom très rapidement? Oui, c'est le regroupement Naissance Respectée. Naissance Respectée, on va l'écrire sous... RNR. Le RNR. Donc, on va l'écrire à l'écran. Dominique, est-ce que vos moyens d'action vous amènent à interpeller nos élus afin de les sensibiliser eux également? Par la suite, il pourrait y avoir des législations qui seraient renforcées, davantage amendées, changées. Est-ce que vous menez un combat politique également? Bien, en fait, c'est un organisme de défense des droits. Donc, oui, il y a beaucoup d'actions politiques qui sont faites, beaucoup de revendications qui sont faites. Par exemple, en ce moment, dans le temps de la COVID, il y a l'hôpital juif a annoncé récemment qu'il refusait la présence des conjoints en salle d'accouchement. Donc, les femmes doivent accoucher seules. Donc, j'ai ma collègue qui est la coordonnatrice de l'organisme qui, elle, s'occupe justement de faire des communiqués de presse, de sensibiliser la population, de faire des revendications aussi pour que ce soit entendu. Donc, oui, c'est principalement des actions politiques, en fait. Wow, Dominique, écoute, ton champ d'action en tant que militante est incroyable et franchement, merci d'être venue ce soir sur les ondes de Coconut Podcast, car je pense que plusieurs personnes vont vouloir rentrer en contact avec le RNR, c'est bien ça, afin de voir les actions que vous menez. Franchement, chapeau bas. Je pense que les droits des femmes qui accouchent se doivent d'être respectés sur toute la ligne et également le droit du mari à pouvoir assister par vidéoconférence ou certains moyens qui seraient mis en place afin d'assister à ce moment très important dans la vie d'un couple. Dominique, tu es également sur une autre vie, je dirais, dans une autre vie plutôt. Tu es également professeure, enseignante de yoga et de méditation.
Dominique, peux-tu nous en parler? Ceux qui aimeraient, là, déjà, tu dégages cette énergie de quelqu'un qui canalise bien les enjeux, qui est capable de bien amener les gens à destination. Professeur de yoga, de méditation, bon, toi, quelle est ton approche? Tu fais quoi dans tes cours? Quand est-ce qu'on peut suivre un cours avec toi? Je sais que tu es entrepreneur. Parle-nous-en un peu de cette aventure. Le yoga est arrivé dans ma vie un peu, comment je pourrais dire, dans mon ancienne vie d'intervenante en travail social. J'ai eu à accompagner des gens qui vivaient des différentes problématiques. On leur donne souvent des outils qui sont à l'extérieur d'eux pour aller bien, donc avoir un emploi, avoir un logement, etc. Donc, on les outillait là-dessus. Puis je trouvais qu'il manquait d'outils pour stabiliser ce bien-être-là. Comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à se sentir bien intérieurement? Donc là, le yoga est venu un peu dans ma vie, dans le but d'aider les autres. Et finalement, je suis tombée en amour avec cette discipline super complète. Je me suis donc formée en yoga, en Ayurveda. Il y a un vieux médecin indien qui m'a donné une formation praticienne en Ayurveda. Et donc voilà, donc moi j'offre des cours, ça fait déjà 8 ans, 9 ans que j'enseigne le yoga, la méditation. Mon approche, c'est une approche d'ouverture. Donc, dans mes classes, il y a de tout. Tout le monde est bienvenu. Moi, je dis souvent que j'offre des cours de yoga qui sont pas à la mode. Là. Okay. Je veux pas nécessairement des gens qui fit avec leur tapis. Là. Okay. Donc, c'est vraiment tout le monde est bienvenu. Tout le monde a besoin d'apprendre à prendre soin de soi, en fait. C'est un peu ça. Tous les groupes d'âge? Tous les groupes d'âge. J'enseigne principalement en ce moment, avant d'être confinée chez moi, là, j'enseignais à des femmes et j'enseignais aussi en entreprise. Donc, tous les groupes d'âge et tous les types de corps, tous les types de réalités. J'enseignais aussi en toxicomanie, donc je veux pas, je reste une intervenante. Donc, j'ai un projet pilote pour des jeunes de la rue, en fait. Ouais. OK. Dominique, actuellement, tu aimerais inviter le Québec à suivre des cours avec toi. Si on aimerait te retrouver, moi, je vais mettre le lien un peu partout, mais est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce que tu as un site Internet? Je sais que tu as déjà eu un site Internet, il y en a une période, il était en construction. Comment qu'on peut te joindre afin de suivre ces séances de yoga et de méditation avec toi aussitôt qu'il y a des confinements, là? Oui, là, en ce moment, je te dirais que j'ai beaucoup de chapeaux et beaucoup de choses dans la vie. Donc, pour ce qui est des cours de méditation, on peut me rejoindre, j'ai une page Facebook. Donc, souvent, les gens peuvent m'écrire là-dessus. Je vais me déplacer en milieu de travail principalement pour offrir des cours, par exemple, sur l'heure du dîner. Il y a des entreprises qui font appel à moi dans ce sens-là. Sinon, en ce moment, il y a un Zoom sur la page Facebook. C'est offert gratuitement en temps de confinement pour apprendre justement à méditer. Oui, je l'ai vu. Excellent. OK, excellent. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Dominique. Oui. Moi, je t'ai rencontré sur les bancs d'école à l'université, notre superbe Université du Québec à Montréal. Tu es en train de terminer un programme en enseignement. Ça, c'est un de tes autres chapeaux. D'ailleurs, lorsque tu prends la parole dans la classe, écoute, on entend une mouche voler car Dominique intervient. Ça, c'est incroyable. Même beaucoup de nos collègues disaient « Ah, Dominique sera à l'émission. » Eh bien, c'est sûr que j'écoute ça. Donc là, écoute, Dominique, Lucam t'écoute ce soir. Je suis flattée. Dominique, tu es également mère de famille, n'est-ce pas? Oui. Comment
réussis-tu à concilier l'école et ta vie de famille, donc ta vie d'étudiante et ta vie de famille? Comment réussis-tu à concilier les deux, là? Pour ceux qui nous écoutent, actuellement en période de confinement, d'autant plus, parce qu'on continue les cours en ligne, hein? Écoute, moi, je pense que je me permets de parler au nom de plusieurs parents. Je pense qu'on réussit jamais à concilier quoi que ce soit. On fait ce qu'on peut. Et mon moteur, c'est ces petites personnes-là. À toutes les sessions, je me demande est-ce que je suis capable de continuer. Et à toutes les sessions, je vois ces deux paires de yeux qui me regardent avec fierté, puis ça me donne assez d'adrénaline pour aller plus loin. Tu sais, je pense que je suis en train de leur apprendre quelque chose aussi. On a le droit de changer d'idée. On a le droit d'essayer des choses. On est toujours en mode apprentissage. Moi, je suis une étudiante pour la vie. Comment j'arrive à concilier? Je pense que c'est vraiment comme un jour à la fois, respect de soi, prendre des moments. Quand ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a pas de formule magique. Okay. J'en ai pas. OK, non, mais c'est super parce que il est souvent très difficile si on a une famille et en même temps, on se doit de performer comme tu le fais à l'université actuellement. Ça demande une certaine organisation, un certain support également. La famille doit te supporter assurément. Dominique, pour ceux qui ne savent pas, tu es de quelle origine? Je suis d'origine haïtienne. OK, tu es d'origine haïtienne. Oui. Est-ce que tu as déjà été en Haïti? Tu es né au Québec? Moi, je suis née en Haïti et on est arrivé au Québec. J'étais toute petite, là. J'étais bébé, en fait. Okay. Donc, j'ai grandi à Montréal. Je suis retournée en Haïti. J'avais peut-être 6 ou 7 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Je rêve d'y retourner, mais la situation politique en ce moment, on le sait, là, c'est moyen. Mais oui, je suis une Haïtienne dans mon cœur. Mais tu es également une Québécoise dans l'âme. Tu as cette dualité de culture en toi. On le ressent quand on te voit, ou très haïtienne, mais en même temps, tu es très québécoise, tu sais, un peu comme nous qui sommes nés au Québec. Dominique, en faisant les études que tu fais actuellement, est-ce que tu trouves qu'il est plus difficile à l'université? Pourtant, les chiffres démontrent que les femmes réussissent mieux que les hommes à l'université. Est-ce que tu trouves que les femmes issues de l'immigration, je pose la question sans en avoir la réponse, mais je pose des questions que peut-être certains aimeraient se poser. Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine discrimination qui est vécue par les femmes racisées sur les bancs d'université au Québec, selon ton expérience que tu as vécue, sachant que tu es très ancré dans la société aussi, là? Je sais pas si on peut parler, tu sais, c'est très subtil, hein? C'est très inconscient. J'ai l'impression que le parcours est plus difficile pour les personnes issues de l'immigration, les personnes qui sont racisées ou issues des minorités visibles, mais c'est jamais nommé en tant que tel. C'est toujours très insidieux. Moi, personnellement, j'ai toujours quand même je suis chanceuse, je me sens privilégiée parce que j'ai quand même eu beaucoup de facilité à l'école, donc j'ai pas de difficultés académiques en tant que telles. Mais je regarde des collègues, par exemple, qui arrivent, là, qui ont de la difficulté à s'exprimer ou qui ont un fort accent. Donc, tu sais, je sens que ces collègues-là, souvent, ils vont vivre de l'exclusion quand vient le temps de faire des travaux d'équipe, par exemple. Tu sais, on va voir comme... Ça va être les derniers choisis. Ils vont faire moins facilement partie de la gang. Les immigrants se retrouvent entre eux. C'est ça, les immigrants sont entre eux, tout ça. Donc, moi, je te dirais que lorsqu'on m'entend, on dit Dominique est super intégrée, même si le mot intégré m'énerve au plus haut point. Intégré à quoi? Mais en tout cas. Mais, tu sais, fait qu'il y a c'est plus facile, tu sais.
Mais en même temps, j'ai l'impression que oui, la discrimination, elle est là, en tout cas. Ouais. C'est subtil, comme tu dirais. C'est subtil, mais c'est là. C'est là. Ouais. Dominique, en ces temps de confinement, on a une militante pour les droits de la femme. On sait que c'est peut-être même très difficile pour certaines femmes en ces temps de confinement car elles sont victimes de violences. Si tu avais un mot à leur donner, si tu avais une pensée pour elles, si tu t'adresses à la nation québécoise, Dodo, qu'est-ce que tu aurais à leur dire là, à ces femmes qui vivent des moments qui peuvent être assez difficiles, ces femmes monoparentales ou qui avaient déjà de la difficulté à rejoindre les deux bouts? Quel est ton message d'espoir, là, Dodo, s'il y en a un? Oh my God, c'est un gros mandat que tu me demandes de donner un message d'espoir. En 40 secondes, là. En 40 secondes. Mais moi, je te dirais, écoute, moi, le message est pour tous ceux qui sont autour de ces gens-là. Ne fermez pas la bouche. Si vous voyez ou vous sentez des gens qui sont dans des situations difficiles, allez dénoncer. Soyez pas des complices silencieux. Donc, nommez. Que ce soit des femmes, des hommes, des enfants qui vivent de la violence, je pense que c'est important de ne pas des témoins passifs. Soyez, parce que souvent, celles qui sont prises dans des cercles de violence-là, elles ont de la difficulté à s'en sortir, surtout en ce moment. Donc, si autour de vous, vous sentez qu'il y a une dynamique malsaine, parlez-en, nommez-le. Soyez là pour votre voisin, les gens qui vous entourent. Je pense qu'on a besoin d'empathie. On a besoin de se rapprocher, même si on doit s'éloigner. Wow, Dominique, écoute, je pense que tous les internautes qui nous suivent ce soir à Coconut Podcast, eh bien, ont été ravis de faire ta connaissance. Écoute, on te remercie infiniment d'avoir été là avec nous. Ce n'est que partie remise. On va faire un volet qui va porter sur l'éducation même. Écoute, Dominique, tu as tellement à partager avec le Québec. On te remercie infiniment d'avoir été là avec nous. Alors, merci Dodo. Messieurs, dames, nous avions Dominique avec nous. Oui, en effet, Dominique Do pour les intimes. Alors, militante pour les droits de la femme et également professeure de yoga et de méditation. Alors, en ces temps de confinement, vous pouvez suivre Dominique pour un peu de méditation. Sur ce, nous allons à la pause publicitaire et nous revenons dans quelques instants. Merci. Besoin de chansons publicitaires ou refrains publicitaires, jingle, sonal, contactez OSEX Productions 514-686-4339. Contactez-nous. Besoin de beat, appelez-nous 514-686-4339. Maintenant, nous allons nous entretenir avec un invité qui se passe de présentation. Vous le connaissez tous. J'ai le plaisir d'être avec Webster. Webster, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ah, excellent. Écoute, je suis très fébrile de t'avoir ce soir. Franchement, merci d'avoir répondu à l'appel de Coconut Podcast. Alors, Webster, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Parle-moi de où? Ben bro, premièrement, merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être interviewé par toi. On va le dire, on se connaît depuis longtemps. Donc, dès que c'est ça, je suis là, tu vois. Excellent, merci. Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop de Limoilou, un des premiers rappeurs à Québec. Et je suis grand passionné d'histoire aussi. Et donc, j'ai sorti 8 albums. Okay, donc, wow. avec Alpha Trio, qui est un groupe de jazz, qui est sorti l'année passée, qui est un projet hybride hip-hop jazz. Donc, je touche à toutes sortes de choses aussi. Je donne des conférences, des ateliers d'écriture et je parcours le monde. Écoutez, Webster, c'est quelqu'un, messieurs, dames, il est très humble.
Alors, Webster, c'est quelqu'un de très humble. On sait que l'humilité pour toi, c'est quelque chose, tu es vraiment quelqu'un de très présent, mais de très low-key, si tu me permets l'expression. Mais tu as quand même été primé très récemment. Tu as gagné la personnalité de la semaine durant le mois de février. Est-ce que tu pourrais nous en parler, de ceci? Canadian of the Week. Ouais, c'est Black Canadian of the Week. Excellent, oui. Noir de la semaine. Écoute, j'avais aucune idée même que ça existait. Très fier. J'ai découvert ça un peu par hasard sur Facebook. J'étais très fier d'avoir été nommé ainsi parce que, bon, écoute, on travaille beaucoup pour mieux faire connaître notre histoire afro-canadienne et afro-québécoise et de pouvoir être reconnu dans ce sens-là. Écoute, c'est quelque chose qui m'a rendu très fier. Et tu nous l'as dit au tout début, tu es également historien. Tu as eu la chance de travailler à Cartier-Brébeuf lorsque tu étais tout jeune comme guide touristique. Écoute, tu as fait ce travail. Moi, je me rappelle les tout débuts lorsque je te rencontrais. Tu me parlais, Alain Joe, est-ce que tu connais Olivier Lejeune? Toi, tu as été dès les années 2000, dès le tout début, Webster, tu nous parlais d'Olivier Lejeune et tu as réussi véritablement à faire connaître Olivier Lejeune à tout le Québec, à tout le Canada, je te dirais, sur la planète entièrement. Peux-tu nous en parler de ça, là? Tes recherches, comment t'en es venu à connaître Olivier Lejeune? Écoute, je ne sais pas à quel point les gens le connaissent aujourd'hui, mais pour moi, une histoire qui est importante parce que c'est le premier Africain à vivre au Québec et au Canada de manière permanente, le premier esclave ici, qui est arrivé en 1629 dans la ville de Québec. Et écoute, moi j'ai étudié en histoire et j'ai jamais vu cette histoire-là, j'ai jamais su qu'il y avait une présence africaine ici dès l'époque de la Nouvelle-France, dès l'époque de Champlain même. Et donc quand je suis tombé sur cette histoire-là, je me disais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on parle pas de ça? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler, essayer de diffuser le plus possible cette histoire-là pour qu'elle soit mieux connue. Et donc, effectivement, j'en parlais dans mes tours guidés au parc Cartier-Brébeuf à l'époque parce que c'est là que j'avais étudié sensiblement, mais Olivier Lejeune était passé par là. Et donc, j'en parle dans mes conférences. Et j'ai sorti un livre l'année passée, un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune qui s'appelle Le Grain de sable, un livre illustré afin que les enfants, eux aussi, puissent entrer en contact avec cette histoire-là, qui remet en question un peu la trame narrative homogène qu'on se fait du passé du Québec, donc de comprendre qu'il y a une présence afrodescendante et africaine ici depuis des siècles. Et récemment, il y a peut-être 2 mois, le ministère de la Culture et des Communications a reconnu Olivier Lejeune en tant que personnage historique. Un dossier que j'ai déposé il y a 2 ans déjà. Félicitations. Au nom du Québec, au nom des Québécois afro-descendants, ce que toi tu appelles les Sénékèbes, les Afro-Kèbes, ben, on te dit merci. Puis au nom des Québécois, tu fais découvrir certains pans de l'histoire du Québec. Tu as été primé il y a à peine 1 mois et demi, au Gala Dynastie, donc gala qui reconnaît l'excellence black, noire au Québec. Tu as reçu un prix comme auteur de l'année pour Grain de sable, qui relate cette histoire d'Olivier Lejeune, qui est d'origine... malgache. Excellent, oui. Donc, Olivier Lejeune qui venait de Madagascar. Pour moi, ce prix-là, c'est d'une grande fierté parce qu'effectivement, le Gala Dynastie reconnaît l'apport ou l'excellence noire, comme on dit, donc des personnes africaines et afrodescendantes au Québec. Donc, pour moi, c'est un prix qui importe beaucoup. C'est une belle reconnaissance. Et du fait que ce soit un livre jeunesse aussi, donc c'est rare qu'un livre jeunesse, quelqu'un est reconnu comme auteur dans un cadre de littérature au complet, pas juste un livre jeunesse. Et je tiens à souligner que ma comparse Valmo, qui a fait les illustrations, a gagné le prix Illustration jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières pour le travail qu'elle a fait sur le grain de sable. Mais donc, vous étiez également, excuse-moi de te couper, vous étiez également au musée du Québec ou à la Bibliothèque nationale du Québec? Non, ça, c'était autre chose. En fait, c'est une exposition qui est sortie en même temps que le livre.
nationale des beaux-arts du Québec, Mhm. une exposition qui s'appelle Fugitif, qui est à propos des esclaves en fuite. Donc, c'était pour montrer la gentilité des esclaves à l'époque à Québec et au Québec. Donc, à partir des annonces publiées dans les journaux, la Gazette de Québec, la Gazette de Montréal, où dans ces annonces-là, les gens étaient décrits de manière très précise, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils portent. Donc, je suis parti de ces descriptions-là pour les faire illustrer. Parce qu'on n'a pas d'image de ces personnes-là à l'époque, des personnes afrodescendantes africaines au Québec. On sait qu'ils existent, mais les seuls documents qu'on a, ce sont ces annonces. Donc, je les ai fait illustrer et c'était exposé au Musée des Beaux-Arts du Québec l'année passée. Si j'ai une question pour toi, Webster, où est-ce que tu trouves le temps de pouvoir continuer la musique avec le quartet, hein, ton projet très récent? On sait que tu travailles d'autres trucs. Je t'écoutais à la radio, Radio-Canada récemment. Tu prépares autre chose également. Tu fais des conférences. Comment fais-tu pour trouver le temps? Et actuellement, en ces moments de confinement, comment réorganises-tu ton agenda? Ça te permet assurément d'être plus créatif, productif. Alors, qu'est-ce qui s'en vient là? Je veux des scoops, là, mon Webster. Écoute, moi, je profite justement du confinement pour avancer des projets pour lesquels j'avais pas le temps avant, comme en pré-COVID, là, toujours à la course, toujours en train de courir, à essayer de trouver du temps ici et là pour avancer les projets. Ben, tu sais, quand on se plaint toujours qu'on manque de temps, ben là, on en a plein du temps. Et donc, j'essaie de le maximiser et j'essaie de garder une routine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, je me lève quand même assez tôt, un peu plus tard qu'habituellement. Tu vois, autour de 8 heures, là, je suis comme, bon, faut que je me lève, tu vois, puis je bosse le projet sur lequel je suis en train de travailler, je m'entraîne, j'essaie d'apprendre le Wolof aussi. Nanyadef. Magnifique! Rec. Donc, tu vois, c'est comme, tu sais, j'essaie quand même d'avoir une routine, tu vois, de pas... Okay. Parce que c'est facile, juste chiller puis en profiter. Puis c'est correct aussi, tu vois. Ce qui sent qui est bon pour son corps, son esprit. Et pour moi, ben, le travail me motive beaucoup. Et donc, pour moi, c'est mon truc là, de pouvoir profiter de ce COVID-19 pour pouvoir avancer puis travailler. Webster, tu nous as dit que tu apprenais davantage le Wolof. Le Wolof, c'est la langue parlée au Sénégal, c'est bien ça? Tu as amené ce concept que j'ai effleuré tout à l'heure, le concept de Sénékeb. Peux-tu nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas tes origines nécessairement, tu es très fier d'être issu de deux cultures. Alors, peux-tu nous en parler, le Sénékeb, un peu là, rapidement? Ben, Sénékeb original métis pure laine, c'est en fait vraiment cette jonction de cultures. C'est tout simplement un métissage que je mets de l'avant parce que souvent le métissage est cette complication-là où est-ce que les gens font une espèce de ping-pong culturel, tu vois. Ici, tu es vu comme un nègre, là-bas, tu es vu comme un blanc. Tu où? Puis moi, je suis comme... Il n'y a pas de choix à faire. Je prends tout ça. Mon troisième choix, je prends tout ça. Je suis humain, terrien, universien. Et donc, c'est comme ça que je me définis, si on veut, c'est-à-dire un Sénékeb. Mais au-delà du Sénékeb, il y a l'humain aussi, il y a l'universien, tu vois. Donc, c'est vraiment exprimer ce métissage. Ali Webster, Monsieur Ndiaye, le mot de la fin, il nous reste 1 minute. Je pose la même question à tous mes invités. Écoute, Ali, si tu avais un conseil, même avant ça, Ali, moi j'ai vraiment une question là, que tu sais, je te le dis souvent. À quand verra-t-on Monsieur Ali Ndiaye, alias Webster, comme homme d'État? Moi, je t'ai toujours vu comme futur maire de Québec, je ne sais pas, ou carrément au fédéral, ministre de l'immigration. Quand est-ce qu'on va voir Webster? Hein? Bonne la question en politique, si la chose t'intéresse, bien sûr. Là. Bro, c'est la question qu'on me pose toujours, mais la politique partisane ne m'intéresse pas. Je veux dire, il y a plusieurs partis qui m'en ont parlé souvent,
mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup la situation dans laquelle je me situe en ce moment, où je peux faire mes projets, je peux contribuer de mon point de vue de citoyen sans nécessairement sauter dans l'arène politique. Ceci étant dit, la porte n'est pas fermée. Du moins, la porte est fermée, mais elle n'est pas barrée. OK, j'aime ça, c'est bon. Toujours la justesse des mots, là, j'aime ça. Je pourrais décider de la réouvrir, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Un petit conseil à la nation, à tes fans, Ali, Ndiaye, Webster. Moi, je dirais, chacun se situe où est-ce qu'il se situe, mais profitez-en pour découvrir autre chose. Peut-être que vous êtes bon en dessin, vous ne le savez pas, parce que vous n'avez pas pris la feuille puis le papier. Peut-être que vous êtes bon en portugais, vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes bonne pour faire XY en médecine ou je ne sais pas. Je pense que il faut profiter de ce temps-là pour explorer autre chose, essayer peut-être des nouveaux hobbies, plancher sur le projet qu'on a toujours voulu faire, mais que finalement, on se dit qu'on n'a pas de temps. Toutes les choses que vous êtes dites, « j'ai pas le temps de », ben là, vous avez le temps. Ali, le mot de la fin, t'as quelque chose à dire? Je veux dire, peace à Coconut Podcast, merci de l'invitation, puis on se revoit soon. Alors, Ali, je te dis un grand merci. Alors, messieurs, dames, nous avions Ali Webster avec nous. On revient après la pause publicitaire. Besoin d'une soumission? Appelez-nous 514-686-4339. Posex Productions. Just try. Notre dernier invité ce soir, vous gagnez vraiment à le connaître. Il est connu sur la scène montréalaise, mais également à l'international. Messieurs, dames, accueillons ce soir Don Barberino. Don Barberino. What's up? Comment vas-tu? On est là, on survit. On survit Ouais. en ces temps de COVID-19, confinement, Don Barberino.
toi qui es DJ, mais également producteur, comment vas-tu? Comment tu te sens? Comment vis-tu le confinement, Don Barberino? Ben, c'est un moment exceptionnel. Comme dans ma carrière de DJ, j'ai jamais vraiment eu de break aussi long. Je pourrais te dire tu sais, dans les clubs ou dans des soirées ou des événements, de voir comme ça que, évidemment, tout le monde est frappé. Ben, nous, on est vraiment durement frappé, pas seulement financièrement, mais créativement parlant aussi. Fait que là, à cause que justement, tu peux pas le faire dans les clubs, ben là, il faut que tu trouves d'autres moyens. Fait que là, on fait qu'est-ce qu'on peut. On y va avec. D'un point de vue production, c'est bon parce que là, tu as du temps pour produire des nouveaux beats, t'essaies de faire des nouveaux liens avec des chanteurs, chanteuses. Justement, tout le monde a le temps. Fait que je te dirais que pour point de vue production, ça va de l'avant, mais point de vue DJ, là, maintenant, il faut qu'on innove. Et quand on est rendu à faire du live, jouer en direct ou encore faire des sets peut-être préenregistrés puis après ça tu mets en ligne. Mais tout pour garder une certaine énergie puis créativité puis de garder le lien avec les gens qui te suivent aussi, quoi. OK. Don Barberino, tout le monde aura compris que tu es DJ, mais également producteur. Mais est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, à quel moment de ta vie tu as décidé de devenir, entre autres, DJ? Est-ce que tu as commencé en étant DJ cassette, DJ CD, DJ vinyle? Don Barberino, à quel moment tu as eu ce déclic et tu t'es dit, hey, je serais un bon DJ là? Ben, pour moi, ça a été très facile parce que j'ai toujours été un fan de musique. Fait que j'ai toujours acheté de la musique. Même mes parents, quand j'étais petit, quand on était des plus jeunes, les gens ont toujours demandé des jouets, comme cadeau, des choses comme ça. Moi, je demandais toujours des disques. Ça a toujours été, genre, une passion pour moi d'écouter de la musique. J'écoutais la musique des disques que mes parents achetaient pour qu'est-ce que eux ils écoutaient. Ça a eu une grande influence sur qu'est-ce que moi j'écoutais aussi. Puis qu'est-ce que moi j'ai aussi décidé de découvrir comme musique. Fait en temps et lieu, je pourrais te dire jusqu'à peut-être dans les alentours de 15-16 ans, 14-15 ans. 14-15 ans, j'ai été exposé, puis à un moment donné, le gros boom, c'est que j'ai fait une longue histoire courte, j'ai fait un party à la maison, puis le DJ que j'avais engagé, quand il a vu le nombre de gens qui rentraient chez moi, il a comme pris la panique, il est parti. Fait qu'il fallait que quelqu'un le remplace, puis c'est là que j'ai remplacé, puis j'ai eu le coup de foudre. C'est là que après cet événement-là, c'est là que j'ai su que j'allais devenir un DJ. Don Barberino, alors tu commences vers l'âge de 15-16 ans, tu habites à Montréal, c'est bien ça? Tu es né à Montréal, Don Barberino? Non, moi je suis né en Suisse. En Longue histoire Suisse? courte. Ouais, longue histoire Genève, courte. Lausanne? Lausanne, je suis un OK, gars de Lausanne. OK. Yeah. Puis ben, c'est là que mes parents m'ont eu. Et puis après, on est rentré ici à Montréal, mais j'ai toujours vécu ici. Et tu Toujours es de vécu à quelle Montréal. origine? Haïtien, 100%. Haïtienne 100%. Donc, quand tu Ah commences à ouais. l'âge de 15-16 ans, bon, tu es sûrement influencé par la musique qu'écoutent tes parents. Oh, ouais. Je présuppose un peu de compas, mais également ceux qui Hey, écoutent les amis, le hip-hop. Donc, tu vas hip-hop. également commencer en mixant du hip-hop, du compas. C'est ça. Qu'est-ce que ma passion à moi quand que j'ai commencé à mixer, puis d'ailleurs, ma première résidence c'était au Loup Lounge, soirée qui s'est appelée Chillin' Cypherism. J'ai fait ça pendant 11 ans. Puis ça, c'était ma première résidence. Puis quand j'ai commencé ma résidence, je voulais vraiment être différent. Puis c'est ça que j'ai fait. Ma soirée était uniquement hip-hop et R&B. Je jouais pas de reggae, je jouais pas. Mais ça, encore une fois, il y avait plusieurs raisons. J'ai toujours admiré les DJ comme Kid Capri, les Red Alert, les Chuck Chill Out, les DJ Masterflex, les Funk Masterflex, les DJ qui ont toujours été très forts à New York, qu'on connaît, qui jouent justement du hip-hop. J'ai toujours été très, très influencé par eux. Puis à partir de là, ben moi, j'ai voulu faire ma propre affaire ici. Mais à cause aussi je dirais, du côté économique, j'étais pas riche, on allait à l'école, fait que, ben,
je pouvais juste me permettre d'acheter, tu sais, genre, des disques que je voulais vraiment investir dessus. C'était justement des disques hip-hop, R&B. Fait que je suis resté là-dessus jusqu'à temps que la technologie ait permis que là, on a l'ordinateur, on peut mettre 100 millions de musiques dedans et puis tu joues. Fait que là, maintenant, c'est sûr que j'ai été capable d'élargir mon répertoire musical. Ce qui va nous amener, lorsque tu as, ceux qui ne savent pas, tu performes sous deux appellations, sous deux noms. Moi, Ouais. je te connais en tant que Don Barberino. Alors, Mm. tu parles de la technologie qui va arriver à un certain moment, qui va te permettre d'avoir sur une clé USB, un disque dur, un paquet de musique, mais C'est ça. également, ça va t'amener à pouvoir créer de la musique. Et Don Ouais, ouais, Barberino, ouais, c'est ce ouais. DJ qui fait dans l'électro-musique, dans la Mhm. house music, deep Ouais. house, afro beat, afro house. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces deux personnages? Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique électro, sachant que tu es vraiment une légende à Montréal en ce qui a trait au disque jockey, au niveau du hip-hop, entre autres. Alors, peux-tu un peu nous en parler, Don Barberino? Oui, oui, c'est très gentil. Ben, en passant, j'ai commencé en tant que Godfather D. Fait que ma réputation, justement, comme tu l'as dit, était plus du côté hip-hop. Le house, c'est arrivé, comme je te disais, il y avait un côté économique, mais comme je te dis, tout mon argent passait toujours là-dedans. J'ai toujours acheté du house, mais je le mettais de côté. Puis j'avais jamais voulu essayer de faire un party jusqu'à temps que mes amis de longue date, Chopin, Kirk, Rave, je me souviens, on avait commencé à faire des soirées juste pour le fun ici et là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils mettaient toujours Godfather D sur le flyers et les gens qui justement aimaient écouter le hip-hop que je jouais justement dans mes soirées, là, à ma résidence, eux autres, ils étaient habitués d'écouter un certain son, le son hip-hop underground. Alors là, quand j'ai commencé à vouloir m'exprimer point de vue house, c'était un peu difficile d'avoir ce crowd-là hip-hop qui venait dans les soirées house. Puis les soirées house, on s'entend que c'est plus open-minded. Les gens, ils viennent danser, puis il y a de tout. Ça peut être straight, gay. Il y a pas, il y a pas de, il y avait pas, il y a pas de barrière. Les gens viennent là avec un free spirit. Fait qu'est-ce qui arrive, c'était un peu difficile de voir les deux crowds se mélanger à plusieurs parties parce que justement, il y en a qui voulaient écouter du hip-hop, il y en a qui c'était plus de house. Fait que j'ai décidé, ben, tu sais quoi, juste pour séparer les deux, je vais me mettre un autre alias. Et ce alias-là, justement, quand je le mets sur les flyers et tout, ben, ça va vouloir dire que ça, c'est du house. Et puis, ben, là, si vous connaissez le film Godfather, c'est un de mes films préférés, ben, il s'appelait Don Corleone. Alors, j'ai juste pris Don, et je suis pas italien, je suis haïtien, j'ai juste une de mes émissions préférées qui s'appelle Welcome Back Carter. Un des caractères principaux, c'était Vinnie Barbarino, qui était joué par John Travolta, puis j'adorais ce gars-là. J'ai ben, son caractère plutôt dans l'émission, alors j'ai juste pris son nom de famille, puis j'ai fait Don Barbarino. Et puis le reste, c'est devenu histoire maintenant. Don Barberino, tu es si humble, tu vois, franchement. Maintenant, moi, j'aimerais te demander, pour ceux qui ne savent pas, tu as eu la chance de faire certaines collaborations tout au long de ta carrière. Pourrais-tu un peu, pour ceux qui aimeraient aller sur les différents YouTube ou tu vois, SoundCloud, Spotify, qui aimeraient aller fouiller un peu ce que Don Barberino il a fait, ce qu'il est en train de faire, tes collaborations, Don Barberino? Ouais, il y en a beaucoup. Ça fait longtemps que justement, tu sais, je suis dans le. Ben, ça fait longtemps que je mixe du house, mais produire du house, ça fait pas longtemps. Ça fait à peine 2 ans et demi, 3 ans, ça fait vraiment pas très longtemps. Mais j'ai eu des bonnes connexions, je suis chanceux. Euh, je fais affaire avec Oscar P, qui lui est, je dirais, dans le monde house, très connu, surtout dans le monde Afro House. Son label s'appelle Open Bar. Euh, Music et puis j'ai été très chanceux de pouvoir faire des collaborations avec eux. Maintenant, je fais affaire aussi avec Bush Doctor Recording et un autre label qui fait d'Afro House. Alors, très, très chanceux de pouvoir faire ça. Mais ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que
Moi, mon style, justement, c'est que si on regarde bien, il y a plusieurs producteurs, je dirais, de musique house, une influence haïtienne dont je pourrais nommer Gardy Giraud, le père de ce style-là, il faut le nommer, c'est Jeff T. Guillaume. Sabine Blazin à Montréal, à New York, je veux dire, qui est très, très connue. Elle est venue mixer avec nous à Montréal. Nous, nos soirées, moi je dis nous, c'est notre collectif qui s'appelle Oasis. Big Up, Mike Steven, Iseut, Dachou, Ralph, ça C'est au local, le ça. legend. Et ça, c'est ça. Ben, Local Legends, on faisait ça pendant l'été, une fois par mois, comme ça. Mais nos soirées étaient plus c'était les mercredis au Salon d'Armée. On a fait ça pendant 5 ans. Et ouais, on a fait pas mal de choses. Des collectifs musicaux, comme je pourrais te dire. Il y a Fonté, j'ai fait quelque chose, un petit remix avec lui dernièrement. Eddie, Philanthrope, un autre haïtien, jeune haïtien. Tout ça, on peut trouver ça justement sur SoundCloud, encore Spotify, iTunes, Tracksource. Ouais. Don Barberino, une question qu'on se doit de poser parce que, bon, cette émission, beaucoup de jeunes nous écoutent et même des plus âgés. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés quant à ton appartenance culturelle sur la scène musicale? Par exemple, tu arrivais pour postuler pour certains bars, je ne sais pas, peut-être on venait te chercher davantage, mais dû au fait que tu étais noir, on se disait, bon, peut-être lui va venir nous casser les oreilles avec une musique qui n'était pas trop acceptée à l'époque. Est-ce que tu as vécu certaines difficultés là, pour les plus jeunes qui nous écoutent, par exemple? Pas du tout. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui a été ma force, c'est que d'habitude, c'est la même chose. Fait que moi, justement, c'est dans le house, justement, quand tu regardes, quand j'ai nommé les producteurs que j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Stuba, c'est tous des gens qui, justement, Rocksteady, c'est tous des gens qui font justement de la musique à leur manière, où ils amènent le côté haïtien dans la production. Puis c'est ça qui est très important. C'est comme ça qu'on va se faire plus connaître, puis d'élaborer le son. C'est pas, le monde le font en compas, ils font en salsa, ils font en plusieurs, il y a différentes formes, mais je pense que la house, on a quelque chose à dire, surtout quand tu prends des grands de la house, comme mettons Louis Vega, qui est capable de rentrer des racines latino, genre dans le son, genre le son latin dans le son, puis tout en continuant dans la musique électronique. Je pense que nous, on a beaucoup à dire aussi là-dedans. Fait que moi, c'est là-dessus que j'ai décidé de plus élaborer. Fait que oui, c'est afro, oui, il y a du rythme, mais je veux que le monde il ressente l'influence haïtienne aussi. Incroyable. On a pu te voir sur différentes publicités. À un certain moment, tu as participé à Moonshine, qui sont ces grandes soirées électro à Montréal. Tu as eu la chance de proposer un peu des sonorités afro-caraïbéennes, entre autres. Quelle a été ton expérience? Car on y retrouve une panoplie de DJ qui y passent. C'est un peu le ballroom, je te dirais, là, de Montréal à en devenir. Qu'est-ce que tu penses de cette émergence de la scène afro-beat, afro-house à Montréal, Don Barberino? Ben, je trouve ça super cool parce que, comme je t'ai dit, justement, on a tous quelque chose à dire. Je regarde mon frère Pierre Quandus de la manière que lui, il fait ses soirées. Big up, justement, au gars de Moonshine, on a collaboré plusieurs fois ensemble. J'ai rien à dire. Big up Young Jesus. Ouais, les gars sont super cool. Bobo Jack. C'est comme on a fait plusieurs productions ensemble, puis les gars, c'est comme les autres, ils ont quelque chose à dire parce que tu sais, on a tous une influence quelque part. Puis c'est ça qui est super cool, c'est que quand tu mets toute cette énergie-là dans une seule soirée comme ça, un collectif underground comme ça, c'est très important, je pense, pour la ville. Puis c'est ça pour le nightlife de Montréal en tant que tel. On sent que tu te donnes une responsabilité d'ambassadeur un peu avec tous ces DJ là qui sont vraiment à la page à Montréal actuellement, où ce que vous vous donnez cette mission de faire connaître Montréal et on sent via tes propos que la musique, c'est un moyen
de communiquer un message pour vous par le choix des musiques que vous jouez dans une soirée. Ça vous permet de communiquer ce message d'ouverture, ce message de paix. Est-ce que tu sens vraiment que tu peux rentrer en contact et communiquer une certaine énergie, émotion avec les gens qui dansent ta musique, Don Barberino? Ah ouais, définitivement, parce que c'est vraiment universel. J'ai été dans plusieurs festivals, on m'a invité dans plusieurs festivals, j'ai fait plusieurs soirées, plusieurs événements. Puis c'est ça l'affaire, c'est que d'être capable d'échanger comme ça, c'est incroyable. Puis surtout dans un temps comme celui-ci où tout le monde est à la maison, c'est encore plus étonnant de regarder comment justement les DJ sont capables, comme tu peux le voir là, sur Facebook, Instagram, n'importe où tu passes YouTube, t'as un paquet de DJ qui tout d'un coup ont quelque chose à dire, veulent montrer ils ont quelque chose à dire, puis c'est comme un soutien moral, je pourrais te dire, pour les gens, ils peuvent s'évader, écouter quelqu'un qu'ils aiment bien ou un son qu'ils aiment bien, puis c'est vraiment, je trouve, dans un moment comme celui-ci, je pense que c'est très important. Don Barberino, une petite question très rapide. Ton DJ préféré au niveau de cette mouvance afro, si tu as un DJ à choisir. Là. C'est difficile à dire, mais je pourrais vous dire que un des DJ en plus que j'ai joué avec plusieurs d'entre eux, mais un qui m'a vraiment impressionné, c'était Manu. Manu, non seulement dans sa production, mais dans la manière qu'il mixe aussi, là, c'est comme, wow. C'est juste magique, puis, puis, big up Manu, big up son frère Akpo Soul. Ouais, c'est des gens qui sont extraordinaires pour ça vient à la musique. OK, super, on ira découvrir. Tom Barberino, il nous reste à peine 2 minutes. En 1 minute, moi, j'aimerais t'entendre. Si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes, allez, on va s'adresser aux plus jeunes ou à tous ceux qui aimeraient investir ce domaine musical. Si quelqu'un veut devenir un bon DJ, qu'est-ce qu'il doit faire là? Tu sais, une des premières choses qu'il devrait faire pour devenir un bon DJ ou le conseil que tu donnerais, toi? Conseil, c'est facile. Practice, comme ils disent en anglais, practice make perfect. Ça veut dire, le plus que tu pratiques, le mieux que tu vas pouvoir acquérir de l'art. Puis c'est comme, moi, je vois le DJing, j'ai toujours dit, je le vois toujours comme si c'était des arts martiaux. Alors, on est tous des Kung Fu Masters, et puis hein, on regarde les films, là, tu vois, il y a le Wu-Tang style, ou là, le Shaolin style, ou là, le Lama style. Tout le monde a différents styles, mais c'est ça. Le but, c'est vraiment de pratiquer, puis d'échanger entre justement les techniques, les ci, les ça, et puis à la fin, ça fait qu'est-ce que tu es, puis justement de believe in yourself. Il faut que tu crois en toi, puis tu crois en ton son, puis d'essayer de faire quelque chose de différent de qu'est-ce que les gens y font. C'est tout. Dès que tu fais ça, ça va être parfait. Ça va être parfait. Incroyable, Don Barberino. Donc, la persévérance, la pratique, messieurs, dames, la persévérance, la pratique, c'est avec ça qu'on réussit véritablement à mener nos projets à terme. Don Barberino, le mot de la fin, si tu aurais quelques remerciements à faire à la ville de Montréal, des gens avec qui tu as collaboré, profites-en, tu t'adresses à la nation québécoise, Don Barberino. Moi, je veux dire merci à tout le monde qui nous suit, Oasis, le mouvement, Five Stars, Dope Sound, Mike Steve, Sophie. Yeah, c'est toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous suit. Continuez à nous suivre. Continuez à me suivre, Don Barberino, Garfarelli. Hey, vous avez le choix. Merci beaucoup à Olivier. Merci beaucoup à toi, Alain Joe. Continuez à faire un bon travail. Merci encore une fois et puis à la prochaine, quoi. Ben, je te remercie. Écoute, de t'avoir eu sur les ondes de Coconut Podcast, ça a été un plaisir, Godfather, pour ceux qui aiment le hip-hop, puis pour ceux qui sont friands de afro, musique, house, eh bien, je vous invite à aller découvrir Don Barberino.
Don Barberino, merci d'avoir été avec nous. Alors, messieurs, dames, nous avions Don Barberino avec nous ce soir. Ça conclut cette émission Coconut Podcast. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même poste, 20h sur les ondes de YouTube. Coconut Podcast. Merci, à la semaine prochaine.